Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le film Le Magicien d'Oz, célébré par beaucoup comme l'un des meilleurs films de l'histoire du cinéma, connut une production si dangereuse qu'elle faillit coûter la vie à plusieurs de ses acteurs principaux. Certains d'entre eux en gardèrent d'ailleurs des séquelles à vie. Tout d'abord, Buddy Ebsen, le premier acteur chargé d'interpréter l'homme de fer, vous allez vite comprendre pourquoi il y en a eu un deuxième, avait été doté pour son rôle d'un maquillage constitué de poudre d'aluminium. Une poudre donnant un joli effet de peau argenté et qui était extrêmement dangereuse et volatile. Ainsi, au bout de 10 jours à inhaler involontairement cette dernière, l'acteur qui ne pouvait plus respirer dut être conduit à l'hôpital. Celui-ci y passera 2 semaines et gardera des séquelles à vie de cette mésaventure. Afin donc de ne pas reproduire les mêmes erreurs, son remplaçant sur le plateau, Jacques Hallet, dans cette deuxième version du tournage redémarré à zéro, se vit lui doté d'un maquillage avec cette fois la poudre transformée en pâte d'aluminium. N'étant donc plus volatile et tenant bien sur la peau, cette dernière lui causera pour sa part une infection aux yeux qui le rendra incapable de tourner pendant 4 jours. Fort heureusement pour lui, ses yeux seront sauvés de lésions graves ou permanentes grâce à un traitement chirurgical. Cependant, en bonus de cette infection, il hérita aussi du même horrible costume que son prédécesseur. Un costume qui était si rigide qu'il ne pouvait pas s'asseoir entre les prises et devait s'allonger sur une planche inclinée pour se reposer. Donc à savoir que les acteurs arrivaient à 5h du matin pour le maquillage et ne repartaient que vers 20h le soir. Le tout via une chaleur ambiante d'environ 37 degrés en moyenne sur le plateau à cause des débuts du Technicolor qui nécessitait énormément de lumière pour ses pellicules qui étaient fournies grâce à des lampes tellement puissantes qu'il fallait ouvrir les portes du studio entre chaque prise pour aérer le plateau de la fumée noire étouffante qu'elle produisait. 15 heures de bonheur quotidien. Margaret Hamilton, qui jouait la méchante sorcière de l'Ouest, fut elle brûlée à cause d'un fumigène employé trop tôt dans une scène avant qu'elle ne puisse correctement quitter le plateau via une trappe au sol, celle-ci ayant été sauvée du pire grâce à un make-up artiste qui lui retira dans l'urgence avec de l'alcool son maquillage constitué de cuivre avant que celui-ci ne ronge son visage avec la chaleur. Un incident qui pour sa part l'empêchera de jouer pendant près d'1 mois et demi, dû aux brûlures au premier ou second degré selon les sources qu'elle reçut au visage, et au 2e ou 3e degré à la main. Bert Lark, qui a interprété le lion, où ils ont tous eu un truc, se plaint pour sa part d'étouffer quotidiennement sous sa combinaison, conçue à partir d'une véritable peau de lion, qui faisait 45 kg, on rappelle la chaleur ambiante. Ray Bolger, dans le rôle de l'épouvantail, garda pendant des années des traces sur son visage du masque en caoutchouc qu'il portait, un masque qui lui bouchait les pores du visage et qui, combiné à la chaleur ambiante, l'empêchait de pouvoir respirer convenablement. Plusieurs cascadeurs jouant le rôle des singes volants se blessèrent car les cordes de piano auxquelles ils étaient attachés lors des scènes de vol se cassèrent. Et enfin, l'actrice principale dans le rôle de Dorothy, Judy Garland, qui devait paraître 12 ans à l'écran alors qu'elle en avait 16, se vit écrasée par un corset quotidiennement pour ce faire, et se fit mettre au régime par la MGM qui lui fournit en plus de cela des amphétamines afin de lui donner l'énergie et la patate dont elle avait besoin pour ses journées plus que longues et intenses. Amphétamines qui la rendirent insomniaque et qu'elle combinera par la suite à des barbituriques pour arriver à dormir. Barbituriques desquels elle deviendra accro et dont elle décédera plusieurs années plus tard suite à un surdosage à l'âge de seulement 47 ans. Voilà, mais sinon à script le film est incroyable selon les critiques. Le saviez-vous ? Les cartes à bâtonnets étaient un système de cartographie nautique utilisé par les populations autochtones des îles Marshall afin de repérer les différentes îles de l'océan Pacifique et naviguer entre elles. Conçues essentiellement à partir de bâtons, de feuilles de cocotier et de coquillages, ces cartes permettaient entre autres de localiser la position des îles, de même que le croisement des houles contraires ainsi que leur mouvement. Bien que chaque carte était unique et variait donc de forme selon son créateur, leur précision était telle qu'encore aujourd'hui, une superposition avec des cartes modernes s'avère exacte. Cependant, unique donc, leur utilisation était souvent réservée à leur seul navigateur qui savait interpréter sa carte. Ainsi, après la Seconde Guerre mondiale, les technologies électroniques se développant, ces cartes furent peu à peu délaissées au profit de ces technologies modernes qui rendirent la navigation plus accessible aux habitants des îles. Le saviez-vous? Le lieu de la Cité des Sciences et de l'Industrie à la Villette à Paris était originalement connu sous le nom très sympathique de la Cité du Sang. La raison? Eh bien, c'est que la cité fut pendant plus d'1 siècle constituée d'abattoirs et d'un marché aux bestiaux. Ouvert en 1867, les abattoirs, après un âge d'or dans les années 1930, fermeront en 1974 et la zone de la Villette sera progressivement convertie pour laisser place à divers aménagements comme le Zénith en 1984, la Géode en 1985 ou encore la Cité des Sciences et de l'Industrie en 1986. Le saviez-vous ? Nintendo, connu pour être parmi les premiers à défendre sa précieuse propriété intellectuelle, quitte à faire interdire des jeux faits par ses fans ou encore bloquer l'utilisation de ses propres jeux pour des événements caritatifs, une très belle politique d'entreprise, fut lui-même poursuivi par Lego pour plagiat au début des années 70. Les N&B Blocks, lancés par Lego en 1968, à l'époque où l'entreprise était encore une entreprise de jeux non vidéo donc, fut en effet poursuivi par Lego au vu de la forte ressemblance avec ses briques.
Malgré celle-ci, cependant, Lego perdit son procès contre Nintendo. Néanmoins, afin de toute évidence éviter de futures poursuites, Nintendo arrêtera peu après la production de ces blocs en 1972. Le saviez-vous? La statue de l'Unité est la plus haute statue du monde. Avec ses 182 mètres de hauteur, et 240 si on prend en compte sa base, elle dépasse d'environ 2 fois et demi la statue de la Liberté et son socle. Située sur un îlot sur le fleuve Narmada en Inde, celle-ci représente Sardar Patel, un homme politique indien qui participa à l'indépendance du pays et qui participa à empêcher que celui-ci ne sombre dans une guerre civile après l'assassinat de Gandhi. La statue, qui possède aussi un hôtel, un auditorium et un musée dédié à Patel, a soulevé cependant de nombreuses polémiques. D'une part parce que de nombreuses personnes estiment que la statue n'aurait pas été approuvée par Patel, qui était selon eux hostile à la glorification individuelle, d'autre part parce qu'elle servirait d'œuvre de propagande au Premier ministre Narendra Modi, commanditaire de la dite statue alors qu'il était encore gouverneur de la région, ce dans le but de relier son nom à l'histoire de l'indépendance du pays, et enfin de par son coût faramineux d'environ 350 millions de dollars dans un pays où il y a un besoin d'infrastructures, d'hôpitaux et d'écoles. Le saviez-vous? Vous vous souvenez peut-être des HD-DVD, ceux concurrents enterrés du Blu-ray. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler des DVHS? Lancé commercialement en 1998 par JVC, en collaboration avec Hitachi, Matsushita et Philips, ce type de VHS permettait d'enregistrer et de visionner des contenus en haute définition, en 720p et 1080i, proche visuellement des Blu-ray. En 2002, aux États-Unis, cette technologie donnera ainsi naissance à des DVHS préenregistrés avec des films, ce sous le logo de D-Theater. D-Theater qui n'eurent cependant pas beaucoup de succès au vu de leur prix élevé d'environ 30 à 40 $ la VHS et de celui de leur lecteur qui lui avoisinait les 2000 $, la technologie étant incompatible avec un lecteur VHS classique qui n'aura affiché que de la neige. Pas cette neige-là. Un échec aussi dû au timing de cette sortie qui coïncidait avec l'explosion du DVD. Peu connu donc auprès du grand public et avec très peu de films proposés, les D-Theater ne dureront qu'environ 2 ans sur le marché avec pour tout dernier film iRobot. La venue des Blu-ray et des HD-DVD en 2006 feront quant à eux définitivement disparaître ce format d'entre-deux technologique. Enfin, pas tout à fait, puisqu'il existe en réalité un autre format plus ancien que cela encore et de meilleure qualité, la WVHS, ou White VHS. Introduite elle en 1994, encore par JVC, elle affichait un format haute définition allant de 1035i à 1080i et pouvait même utiliser 2 normes de signal de définition parallèle pour enregistrer en 3D. En revanche, si là vous n'avez vraiment jamais entendu parler d'elle, c'est parce qu'elle ne fut jamais destinée au grand public, mais servie aux utilisations professionnelles, allant de l'industriel au commercial en passant par le médical. Le saviez-vous? La guerre des pâtisseries, ou guerre des gâteaux, est une guerre survenue entre le Royaume de France et le Mexique d'avril 1938 à mars 1839, ce, entre autres, à cause du saccage d'une pâtisserie tenue par un Français au Mexique. Depuis son indépendance avec l'Espagne en 1821, la République du Mexique connaissait depuis bientôt une vingtaine d'années une forte instabilité politique. Une instabilité qui se traduisait par des violences, des vols et des émeutes. Des troubles dont étaient aussi victimes les étrangers présents sur place, dont faisaient partie des commerçants français. Au cours d'une de ces émeutes, due à une élection contestée, une foule à Mexico se serait ainsi mise à saccager une pâtisserie tenue par un Français nommé Raymond Tel. Bien que certains auteurs de l'époque parlent aussi de restaurant, donc en France c'est pas vraiment. Mais passons, quoi qu'il en soit, ce dernier s'était alors plaint au roi de France, Louis-Philippe Ier, ce pour demander réparation. La somme qui ressortant le plus selon les versions étant de 800 pesos. Un cas non isolé car le gouvernement mexicain n'écoutait habituellement pas les demandes d'indemnité en cas de vol, pillage ou autre de ses ressortissants étrangers, qui finissaient donc par demander de l'aide à leur propre gouvernement. Pour ceci étant, ils n'écoutaient pas non plus les demandes de leurs propres citoyens au vu du chaos général. Oui, c'est quand même galérer déjà à avoir un gouvernement stable si vous voulez. De fil en aiguille, avec ces années de plaintes accumulées, la France finit par réagir et se servit de ces plaintes pour demander la somme de 3 millions de francs or, soit 600 000 pesos, au gouvernement mexicain, ce officiellement afin de dédommager ses ressortissants, dont le pâtissier qui finit en tête de toute cette histoire. Le tout en demandant aussi par la même occasion des privilèges économiques car les articles importés français étaient plus taxés que ceux des Anglais et des Américains. Oui, donc basiquement, il voulait établir un comptoir commercial et prendre le contrôle du commerce. Le Mexique, faible militairement et économiquement, accepta de payer la France et lui proposa de payer la dite somme en plusieurs fois. Mais récemment humilié par la séparation du Texas, son gouvernement, afin de ne pas paraître trop faible, refusa cependant de concéder des privilèges commerciaux. Suite à ce refus, et après un ultimatum en mars 1838 de par la France, celle-ci lança officiellement les hostilités. Dès le 15 avril fut ainsi ordonné un blocus de Veracruz,
Après des négociations infructueuses, l'escadre, commandée par le contre-amiral Charles Baudin, bombarda sa forteresse alors réputée imprenable le 27 novembre. Ce via 5 navires qui tirèrent pour la toute première fois des obus explosifs. Après 177 obus tirés et l'explosion de son propre magasin de poudre, la forteresse plus du tout imprenable se rendit dès le lendemain aux Français. Une réédition qui provoqua la stupeur et la colère du gouvernement mexicain qui déclara aussitôt officiellement la guerre à la France et ordonna l'expulsion de tous les Français vivant dans son territoire. Une armée de 3200 hommes commandée par les généraux Santa Anna, l'ancien président du Mexique, connu entre autres pour son célèbre siège de Fort Alamo en 1836, et Mariano Arista, arrivèrent rapidement dans Veracruz, tandis que les ressortissants français présents dans la ville fuirent en toute hâte en se réfugiant dans le fort occupé. Pour la faire courte, dès le 5 décembre, les Mexicains lancèrent leur seule et unique contre-offensive du conflit, et se firent éclater, littéralement d'ailleurs pour Santana qui y perdit une jambe tandis que Arista fut capturé. En conséquence de par cette catastrophe, le gouvernement mexicain accepta de reprendre les négociations. Une flottille de 11 navires en provenance du Royaume-Uni étant arrivée sur place et servit pour sa part de médiateur. Après 3 mois de négociations, la paix fut finalement signée le 9 mars. Le fort, qui avait quand même coûté la vie à 24 artilleurs depuis son occupation à cause de la fièvre jaune, fut joyeusement rendu aux Mexicains par les Français, tandis que les Mexicains promirent de leur côté de ne plus embêter les Français sur place et de leur donner les 600 000 pesos demandés en paiement séparé. Ce qu'ils avaient proposé au départ, et qu'ils ne feront jamais puisqu'ils ont gardé l'argent. Quant aux privilèges commerciaux, eh bien ils ne seront pas donné. Donc moralité, le pâtissier n'a jamais été dédommagé, le tout pour plus d'une centaine de morts, et un non-paiement de 600 000 pesos qui servira à la France d'argument, parmi d'autres, pour de nouveau faire la guerre au Mexique en 1861. Une guerre qui, elle, durera 6 ans. Mais Santa Anna a enterré sa jambe avec les honneurs et a regagné en popularité, à tel point qu'il sera à nouveau nommé 4 fois président du Mexique par la suite, entre 1839 et 55. Comme quoi,